Il est 10 heures sur les antennes de Presse Afrique TV. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal DJT que nous ouvrons avec la présidentielle de 2024. La DGE, Direction Générale des Élections, organise des sessions de formation pour mieux outiller les acteurs du processus hier. C'était le tour de la société civile. La question du parrainage a encore débattue par les acteurs. Les détails, c'est avec Pape Bokarbo dans ce journal DJT. De formation a permis aux membres de la société civile d'afficher quelques inquiétudes sur le processus électoral. Denis Ndour, vice-président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, déplore le parrainage optionnel qu'il juge antidémocratique. Pour moi, c'est un peu antidémocratique si, pour des raisons techniques, voilà, de doublons ou de ce que l'on veut, la personne avec une bonne intention de faire ce parrainage populaire se retrouve pour des questions techniques recalées alors qu'il a une deuxième possibilité et qu'on le bloque en disant que c'est une décision irréversible. Pour moi, c'est antidémocratique. La clôture de ces ateliers de formation ouvre une nouvelle série de formations consacrées à l'organisation et le fonctionnement des bureaux de vote. On va également faire une formation pour expliquer comment on organise un bureau de vote, comment ça fonctionne, etc. etc. Le bureau de vote est composé de combien de personnes, quel est le rôle de chaque acteur dans le bureau de vote. Et donc il y aura une formation, mais cette fois-ci ce sera une formation au niveau régional. On va faire des formations au niveau des 7 régions du Sénégal, mais on va faire également une formation au niveau de la diaspora pour expliquer aux citoyens comment le bureau de vote est organisé et comment le bureau de vote va fonctionner. Pour une bonne tenue de l'élection présidentielle, la Direction générale des élections assure une bonne formation à tous les acteurs au cœur du processus électoral. À la une aussi de l'actualité, risque de perturbation dans l'approvisionnement du carburant. Les sociétés de distribution réclament à l'État du Sénégal le paiement des factures de 140 milliards de francs CFA. L'Association sénégalaise des sociétés pétrolières invite l'État du Sénégal à trouver des solutions. Le point c'est avec Ibrahima Kane de la télévision Futur Média. Un appel de détresse que lancent les sociétés de distribution pétrolière à l'État du Sénégal. Pour cause, elles courent derrière des arriérés de remboursement estimés à plus de 140 milliards de francs CFA. Nous avions, depuis hier, lancé une tribune dans la presse pour inviter l'État à éponger les arriérés de remboursement dus au secteur de la distribution pétrolière qui sont aujourd'hui arrivés à des montants assez importants. Comme nous l'indiquons dans la tribune, c'est plus de 140 milliards qui sont aujourd'hui qui est aujourd'hui dû par l'État. Ces 45 milliards, c'est d'abord essentiellement des pertes commerciales dues aux importateurs et la péréquation de transport qui permet d'égaliser le prix du carburant sur l'étendue du territoire du Sénégal. Une enveloppe financière énorme jusque-là non perçue et qui risque d'étrangler les dites sociétés quand on sait qu'elles ont des obligations vis-à-vis de l'État. Nous avons des obligations fiscales vis-à-vis de l'État, des obligations douanières vis-à-vis de l'État qui ne sauraient être différées parce que nous sommes obligés d'astreindre au paiement tous les 15 du mois, tous les fins du mois, mais parallèlement, l'État doit énormément d'argent au secteur pétrolier, ce qui fait qu'à terme, ça fait un goulot d'étranglement. Aujourd'hui, des risques planent sur la distribution des produits pétroliers, même si l'Association des sociétés de distribution pétrolière semble privilégier le dialogue. Les risques de rupture de produits dans le marché, écoute, nous ne l'envisageons pas tellement, parce que je pense que toujours on n'en arrivera pas là et qu'on sait que des formules seront trouvées tous les jours de manière à ce que le pays soit régulièrement approvisionné. Mais aussi pour cela, nous demandons le soutien de l'État de nous permettre à éponger ces arriérés de remboursement.
Les acteurs pétroliers invitent la tutelle à trouver un système de compensation de la dette due par l'État et les taxes à payer par les sociétés de distribution pétrolière. Un système qui donnerait une bouffée d'oxygène aux acteurs pétroliers. Et pendant ce temps, à Saint-Louis du Sénégal, l'aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye a été officiellement lancé dans la matinée d'hier jeudi en présence du ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures Antoine Meng. Ce dernier a remis la lettre de l'homologation de l'aéroport validée par l'ANACIM et le DG de l'AIBD. Nous l'écoutons. Modulaire s'étend sur 2170 mètres carrés avec une piste de 2500 mètres de long sur 45 mètres de large. Il est aussi équipé d'un dispositif d'assistance au sol et de lutte contre les incendies ainsi que d'équipements d'aide à la navigation aérienne qui n'ont rien à envier aux aéroports internationaux tels que Aéroport international Blaise Diagne de Diass, JFK ou encore Charles de Gaulle de Paris. La mise en exploitation technique et commerciale de l'aéroport international de Saint-Louis est une réponse fort éloquente de la pertinence du PRAS, le programme de reconstruction des aéroports du Sénégal, qui aujourd'hui va permettre de porter la ville de Saint-Louis à la hauteur de sa vocation présente et future. J'ai cité le président Macky Sall. L'aéroport Ousmane Masseck Ndiaye part pour être un véritable levier de développement avec l'exploitation des ressources pétrolières près des côtes, en plus des activités agricoles, touristiques et des services, notamment l'enseignement supérieur. Cette mise en exploitation va permettre aux Saint-Louisiens de renouer avec la tradition aéronautique car la ville a accueilli en 1927 le premier vol direct en provenance de Toulouse. Et nous parlons à présent de la campagne de la commercialisation de l'arachide. Les opérateurs vendent jusqu'à 300 francs CFA le kilogramme, d'autres à 285 francs à Touba, Bambey et Diourbel. Les opérations se passent très bien. Les précisions, c'est avec Aminata Meg. Il est 8 heures passées au marché hebdomadaire Kër Ibra Yassine, situé à 20 km de Touba. Ici, la campagne de commercialisation de l'arachide bat son plein une semaine après le démarrage. Mieux à démarrer. Il faut juste une meilleure organisation de la filière. Pour cette présente campagne, le prix plancher est fixé à 280 francs CFA, une décision de versement appréciée par les paysans. Nous avons acheté Borchamp à 285 ou 300 francs le kilo. Mais ici à Touba, c'est à 330 francs. C'est un prix plancher, c'est-à-dire on ne doit pas vendre en deçà de 280. Mais on peut vendre plus. De moyens financiers, d'où cet appel à l'État pour les accompagner. Nous invitons effectivement l'État à faire beaucoup plus d'efforts parce que qui peut le plus peut le moins. L'État va certainement accompagner les opérateurs alors qu'ils avaient contracté beaucoup de dettes au niveau des banques, surtout au niveau de la LBA, pour que ces derniers puissent rembourser afin de pouvoir disposer d'autres crédits leur permettant de faire une bonne campagne de commercialisation. Le président de la République, lors de sa campagne, de sa tournée économique, avait annoncé effectivement que l'État va d'abord débloquer 40 milliards, leur permettant de pouvoir faire cela dans ce mois. Donc nous tous, nous œuvrons pour que vraiment cet argent soit effectivement servi aux opérateurs. Et on termine avec l'actualité sous-régionale. Bonjour Amina.
Amina, bonjour chers amis téléspectateurs de Presse Afrique TV HD, bienvenue dans l'actualité de nos sous-régions. Tentative de coup d'État en Sierra Leone, l'ex-président Ernest Bai Koroma convoqué par la police. Oui Amina, l'actualité hors de nos frontières se commence avec l'ex-président sierra-léonais Ernest Bai Koroma a été convoqué jeudi par la police dans un délai de 24 heures, peut-être entendu sur les événements du 26 novembre qualifiés de tentative de coup d'État par le gouvernement. Dans un communiqué jeudi, l'ex-chef d'État a fait savoir qu'il attend coopérer pleinement avec la police dans ses enquêtes. L'état de droit doit être régné en maître dans la démocratie, a-t-il déclaré. Koroma appelle au calme et demande à la population de soutenir les investigations de la police. Retenez que les combats ont fait 21 morts, dont 18 membres des services de sécurité et 3 assaillants. Selon le ministre de l'Information, Madabio, Ernest Koroma a dirigé la Sierra Leone de 2007 à 2018. Direction Zimbabwe où on nous annonce que les élections partielles sont appliquées par le pouvoir. Oui, au Zimbabwe, le parti au pouvoir poursuit jeudi sa campagne pour les élections législatives partielles attendues dans 9 circonscriptions samedi. Sezengo Tazubu se présente comme le secrétaire général de la principale formation d'opposition, a demandé la déséance de 15 députés qui ont quitté le parti, demande acceptée par le président de l'Assemblée, d'où ce scrutin partiel, une crise présumée sur laquelle surfe le pouvoir. Cependant, Nelson Samisa, le chef de l'opposition zimbabwéen, avait exhorté à rejeter la demande de celui qui considère comme un usurpateur, mais sans succès. Le président du Parlement, membre de la ZANU-FP, a déclaré des sièges vacantes après la commission électorale. Le pays d'Afrique australe a tenu des élections générales en août. Le scrutin, dont la régularité a été mise en doute, a offert un second mandat du président de 81 ans et 177 sièges sur 280 au Parlement de son parti. La journée, la partie du président Emerson Mnangagwa a ainsi occasion d'obtenir sa majorité au Parlement, la justice ayant disqualifié la quasi-totalité des candidats de l'opposition. En Côte d'Ivoire, on nous annonce que le comité d'organisation est prêt pour la Coupe d'Afrique des Nations de ce 2023. Voilà, à quelques semaines du top de départ de l'événement, du pays se dit prêt. Les missions du CONCAN, comme vous pouvez le voir, c'est d'abord l'organiser et livrer les opérations et les infrastructures nécessaires de la réussite de la CAN 2023, surtout fédérer le grand public et ses forces économiques de la nation autour de ce grand événement, bâtir en héritage en termes de services et d'infrastructures pour le sport. Et les Ivoiriens, a déclaré François Albert Amicia, président du comité ivoirien d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, Abidjan, Yamoussoukro, Yaou, Bouaké, San Pedro et Korkogo accueilliront les différentes rencontres de la CAN 2023. Au-delà du sport, le tournant se veut ainsi aussi une fête de la jeunesse africaine. Les organisateurs promettent de tenir ce pari. Et on termine au Niger où la Cour de la CEDEAO rejette l'appel à lever des sanctions. Oui Amina, c'est cette actualité de nos frontières, hors de nos frontières, qui va mettre fin à cette édition. Selon les juges de la Cour de justice de la CEDEAO, l'État du Niger ne peut pas saisir la Cour, par les militaires à la tête du pays ont pris le pouvoir par la force et se sont donc pas reconnus, notamment par l'organisation ouest-africaine. Également dans l'actualité, plusieurs pays de la Corne de l'Afrique sont frappés par les pluies diluviennes. Le sol très sec débordé par pluie de provoque des inondations. Alors, Malay, merci à vous. Merci Amina, et nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur votre édition de 11h Khibari présentée par Malay Mbou. Alors, effectivement, à 11h, vous allez retrouver Malay pour le Khibar Wolof, n'est-ce pas? Voilà. Effectivement. Pour le journal en Wolof à 11h, entre-temps, restez en fidèle compagnie de nos programmes sur Presse Afrique TV HD et sur presseafrique.com.